Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Je reçois aujourd'hui des invités de Maison l'Échelon et Revue Mentalité. À l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet sera les conspirationnistes. Notre invité en début de deuxième demi, Florence Menet, vient nous présenter son livre « Ma tête, mon ami, mon ennemi ». Vous écoutez Folie douce, émission numéro 798. Ici Claire. Ici Julie. Du podcast Endoed. Vous écoutez présentement Folie douce. J'ai le plaisir d'accueillir mes invités. À côté de moi, Chad Chouinard. Bonjour Chad. Bonjour Yvan. Bienvenue à Folie douce. Merci. Ben oui, on a aussi Mélissa Couture. Bonjour Mélissa. Bonjour. Et on a aussi Guillaume Wallen. Oui, bonjour. Ça? Bienvenue à Folie douce. Tous les trois, on va parler en fait de deux choses qui sont issues de la même organisation. On va parler de la revue Mentalité et on va parler de l'organisme L'Échelon. Donc, je commencerai peut-être avec toi, Mélissa, justement. Maison l'Échelon, c'est le centre de jour, en fait, L'Échelon. C'est un organisme qui existe depuis longtemps, qui est très bien présent dans la communauté. Pourrais-tu peut-être nous donner un petit historique de la ressource? Oui, bien sûr. En fait, la Maison l'Échelon existe depuis plus qu'une trentaine d'années. Principalement, la mission de Maison l'Échelon, c'est de fournir de l'hébergement en santé mentale. Il y a divers types d'hébergement. Par exemple, il y a les foyers de groupe, il y a les appartements supervisés, il y a les maisons de transition. Mais nous, on est là pour représenter le centre de jour, qui est un volet de Maison l'Échelon. Ouais. Ça a beaucoup grandi avec les années. Oui, c'est ça. Nous, on n'est pas là au niveau de l'hébergement, on est vraiment là au niveau du centre de jour. Ouais. Donc, le centre de jour, comme vous dites, là, ça a beaucoup grandi. Effectivement, là, on s'est doté d'une programmation assez diversifiée au cours des années. Ça existe depuis 1986. Il y a plusieurs volets. Il y a le volet sport, qui implique des activités, par exemple, de hockey-ball, de badminton, et qui se font principalement à l'extérieur du centre de jour, directement dans la communauté. Donc, par exemple, au centre Roussin ou au centre Édouard-Rivet. L'été, on utilise beaucoup aussi des terrains de la Ville de Montréal. Le but, c'est d'éviter la ghettoisation des personnes qui ont une problématique de santé mentale et qui sont souvent marginalisées, par exemple, par de la pauvreté sociale ou économique. Donc, on mêle les gens à la communauté. Et vous êtes situé dans l'est de Montréal depuis toujours. Là, oui. C'est bien installé là, à Pointe-aux-Trembles, ou en tout cas dans les lieux environnants. Exactement. Mais on accueille des gens qui proviennent de partout à Montréal, des fois un petit peu aussi à l'extérieur de Montréal. Le principal critère, c'est d'avoir une problématique de santé mentale. On a aussi un volet artistique. Donc, les gens peuvent participer à un ensemble vocal. Il y a aussi des arts plastiques qui sont animés par une art thérapeute. Il y a un volet loisirs. Ça comprend, par exemple, le souper communautaire, où les gens peuvent briser l'isolement. On a un café rencontre, on a le bingo, entre autres. On a un volet apprentissage aussi. Et dans quelle mesure, parce que ces ressources-là existent depuis longtemps, ont un peu pris la place, des fois, du manque peut-être de ressources dans les hôpitaux, puis ils sont demeurés dans la communauté. Quelle importance ont-ils, justement, ces organismes-là, comme le vôtre, comme Maison l'Échelon, justement, pour la santé mentale des gens? C'est vraiment au niveau du rétablissement, donc de briser l'isolement que ces personnes-là peuvent vivre. Puis au niveau de la réinsertion sociale, par exemple, on a un gros volet de bénévolat qui, en fait, implique une 60aine de personnes bénévoles. Le 3/4, ce sont des membres, des clients. Ça leur permet de créer des liens, de socialiser, puis souvent d'aller vers une autre étape par la suite, soit un retour à l'emploi, un retour à l'étude, parce que ça permet de gagner une certaine confiance en soi. Mais Mélissa, si tu permets, j'aimerais ça vraiment parler de Revue Mentalité, parce que c'est une revue qui existe, qui est issue avec Chad, justement, parce qu'on est trois, donc on va essayer de voir tout, parce que c'est fort intéressant ce que vous faites. Donc, Chad, tu es animateur et père aidant à la Revue Mentalité. Peux-tu nous parler de cette revue-là? C'est quoi la Revue Mentalité? Oui, c'est bien ça. Mais la Revue Mentalité, en fait, c'est un projet passe-action, dans un premier temps. C'est-à-dire que c'est un peu de l'aide à l'emploi, c'est ça, de réintégration à l'emploi? C'est un programme de pré-employabilité. Qui aide les gens à peut-être avoir une expérience de travail. Là. Exactement, pour éventuellement retourner sur le marché du travail régulier. OK. Donc,
la revue Mentalité, en fait, elle est là pour déstigmatiser la santé mentale. Elle est là pour de la prévention en santé mentale. Donc, Elle est publiée combien de fois? Est-ce que c'est encore comme plusieurs fois par année? C'est 3 fois par année. OK. Donc, le prochain numéro, mais dans le fond, le numéro, parce on est de retour, en fait, dans la Mentalité. OK, parce qu'il y a eu une pause, parce que ça existe depuis plusieurs années, Mentalité. Oui, il y a eu une pause pratiquement 2 ans. OK. Donc, là, on renaît de ses cendres, si on veut, ou en tout cas, on renaît du projet, parce que c'était pas mort, là, c'était pas tout à fait mort. Non, là, on est de retour. Puis, c'était en charge de la revue. C'est ça, animateur par aidant. Mon rôle, ma spécificité, c'est d'être par aidant. OK. Donc, j'accompagne au niveau du rétablissement les chroniqueurs, en fait. Puis aussi, j'ai un rôle aussi de rédacteur en chef, en fait, qui est de superviser, en fait, la revue. Parce que le contenu de la revue, on a soit des reportages, des chroniques, c'est un peu comme n'importe quelle revue qu'on pourrait avoir. C'est une revue, sauf que la revue parle de santé mentale, donne la chance justement aux chroniqueurs de produire des choses. C'est encore ça le c'est le sensiblement modèle. Comme un peu l'itinéraire. Là, un peu la mentalité, c'est le créneau, c'est ça, c'est la santé mentale, des sujets qui sont toujours... des sujets d'actualité qui permet aussi au rétablissement, qui permet aussi à plusieurs façons de se réintégrer dans la communauté. Oui. Puis c'est un beau stage, en fait, pour les chroniqueurs, le fait de travailler à la revue Mentalité. Ça leur permet de développer beaucoup de compétences, puis ça leur permet... Et ça dure combien de temps, en fait, le programme Passe Action? Là? C'est un certain nombre de semaines ou ça varie? C'est une bonne question. En fait, c'est 1 an. 1 an, c'est ça. Fait que mais c'est renouvelable. On a vraiment le temps de s'installer. C'est pas juste un 15 semaines. On a vraiment le temps de faire des liens, puis c'est ça, de prendre sa place. Là, c'est ça. C'est intéressant. En parlant de journalisme, on fait le lien. On a une 3e personne. Donc, Guillaume Moillen, merci d'être là. Oui, bonjour. Bonjour, tu es étudiant en journalisme et stagiaire, justement, à la revue. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était toi qui avait un intérêt pour le domaine de la santé mentale ou comment s'est fait l'association avec Mentalité? En fait, j'ai vu l'offre de stage sur la page Facebook de journalisme UQAM. OK. Puis ça disait qu'il voulait quelqu'un pour faire des ateliers de journalisme. Puis j'adore vulgariser, je voulais essayer de trouver un stage qui sortait un peu des sentiers battus. Ouais. Pas simplement travailler pour une revue ou quelqu'un, un grand média qui est connu, là, c'est ça. Puis là, je pouvais faire des ateliers, fait que je revise dans toutes mes notes, puis surtout travailler avec des gens qui vivent avec des problématiques de santé mentale, j'ai jamais vécu ça, fait que je trouvais que c'était un beau défi à vivre. Ouais. Puis je donne déjà des ateliers d'impro, fait que je trouvais que je pense que j'aurais été un bon candidat. Puis je pense que je le suis un peu. Ouais. Oh. Tout à fait. Oui, on est vraiment content d'avoir Guillaume à la revue. J'ai pas dit ça pour ça, là, je cherchais pas des compliments. C'est un stage qui dure longtemps. T'as assez de temps quand même pour t'imprégner. Là, oui. C'est 140 heures qui s'échelonnent sur une longue durée. Parce que je fais 3 heures semaine, je prépare les ateliers 2 heures semaine environ aussi. Ouais. Et qu'est-ce que tu connaissais moins, tu disais, je pense, le domaine de la santé mentale. Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont peut-être surprise, dans le sens... je présume qu'il faut faire preuve de plus de sensibilité, à mon avis. Je fais quand même attention à ce que je dis, puis mettons, si je sens qu'il y a un moment où quelqu'un est inconfortable, je vais plus être attentif à ça qu'avec d'autres personnes. Et comment tu définirais ton rôle? Parce que on parlait tantôt avec Chad, qui est plus un père aidant, animateur, mais toi, tu es stagiaire, donc est-ce que tu donnes un coup de main aux gens? Est-ce que tu fais un peu de, comme tu disais, un peu d'animation? Oui, je donne un grand coup de main, je pense, pour la rédaction des articles, parce que j'ai créé une espèce de page, un Google Drive où tout le monde soumet leur article, puis là, je peux les réviser. Okay. Puis là, je leur donne des conseils. Puis je trouve que le point faible, mettons, de ces articles-là, c'est qu'il manque d'interviews, il manque d'intervenants, puis je pense que le journalisme, sans intervention, sans citation, c'est pas optimal. Ouais. Fait que j'essaye un peu de forcer à écrire des questions pour rencontrer des gens, puis j'essaie de les mettre en lien avec des psychiatres, mettons, ou des pères aidants. Ouais. J'ai envoyé une couple de courriels. Je sais qu'il y a une certaine époque, Mentalité avait fait des interviews assez intéressantes là, dans votre histoire. Là, il y avait Janine Suto, il y a eu à un certain moment des personnalités qui étaient interviewées. C'était intéressant aussi. Je pense que Colette Portelance aussi. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est dans vos plans? Parce que c'est sûr qu'on renaît, là, la revue reprend, mais c'est toujours intéressant aussi des fois d'avoir des entrevues. Il va y avoir un article dans la revue, la prochaine revue, où
ou s'il va y avoir une interview. OK. On commence les interviews. Ouais, Parce qu'on voit, Guillaume, il nous a fait bien comprendre que les entrevues... ça attire aussi, ça vous donne le goût de le lire. Ben oui. Si ça reste une personnalité ou quelqu'un... Ça nous permet aussi de sortir aussi Ouais. d'où on travaille, d'où on est toute la journée. Oui, Donc, on va plus dans la communauté. exactement. Puis ça se démarque aussi des articles scientifiques. Souvent, tu vas lire un article, mettons, sur la schizophrénie, puis ça va parler de l'histoire, blablabla. Mais un article, c'est unique parce qu'il y a des interventions, parce qu'il y a des experts qui peuvent s'exprimer. Fait que- Ouais. Puis en plus, c'est sortir de la stigmatisation de la santé mentale. Fait que le fait qu'ils puissent rencontrer des Ouais, gens, ça exactement. les aide. Mélissa, donc, t'es coordonnatrice. Mentalité, ça représente quoi pour Maison L'Échelon, toi qui es coordonnatrice, justement, du centre Ben, de jour? En fait, un peu comme mes collègues l'ont dit ici, c'est que ça vise la déstigmatisation. Donc, vous demandiez déstigmatisation des troubles de santé mentale. Donc, Ouais. vous demandiez, est-ce que on vise des entrevues, des interviews? Oui, tant que ça touche le rétablissement en santé mentale. Puis ça, c'est tellement vaste Absolument. que ça peut aller toucher des politiques, par exemple, des réformes de l'aide sociale, des réformes sur la santé, etc. Qu'est-ce qui se passe au niveau du dépannage alimentaire? On peut aller intervenir dans des organismes. Donc, ça peut être vraiment vaste. Ouais, absolument. là. La santé mentale, c'est ça, Oh, c'est oui, presque tout à fait. partout. Tout le monde est touché par ça, donc Mais effectivement. tu sais, c'est un instrument qui permet de faire connaître les problématiques de santé mentale et les outils du rétablissement, autant au niveau des CIUS, des organismes communautaires, mais des individus aussi qui s'intéressent à ça. Donc, vous me demandiez qu'est-ce que ça représente. C'est vraiment un outil de sensibilisation, Ouais. dans le fond. là. Il reste à peu près une minute. J'aimerais ça savoir, chacun, peut-être en 20-30 secondes, assez court la réponse, votre perception peut-être de la santé mentale actuelle. Tu sais, il y a eu une évolution dans la santé mentale, dans les soins, dans les services, tout ça. Si tu avais, peut-être, Chad, à décrire un peu la situation de la santé mentale actuellement en quelques secondes, ça serait quoi? Puis je ferais le tour de table. Ben, depuis que je suis impliqué en santé mentale, en fait, il y a eu beaucoup d'améliorations, en fait, au niveau de la déstigmatisation. Il y a eu beaucoup d'éducation dans ce sens-là. Mais il faut toujours garder à l'œil que la stigmatisation est toujours... elle peut être toujours près de nous autres quand Exactement. même. Faut toujours... Faut pas lâcher la persévérance. Une porte là. qu'on rouvre, Ouais. Elle peut se fermer. C'est ça, faut laisser ouvrir. encore. Du côté de Mélissa, comme si tu avais à décrire en quelques secondes, mettons la situation de la santé mentale, c'est une vaste question, mais tu sais, comme ton observation actuelle, ça serait quoi? Comme tu as dit, il y a eu une amélioration, mais il manque encore énormément de ressources dans les communautés pour faire du suivi à domicile, puis pour améliorer le rétablissement des personnes qui Ouais. ont des problématiques de santé mentale. Donc, il y a de l'investissement à faire. Encore l'argent, Énormément. mais ça Oh, reste, oui. ça reste Mais le à nerf tous de la les guerre. niveaux, autant au niveau Ouais. de la stigmatisation que de la réinsertion sociale. Ouais. Du côté de Guillaume, en quelques secondes, donc ta perception peut-être de la santé mentale actuelle. Ben, j'abonde vraiment dans le même sens, honnêtement. Il y a de plus en plus de sujets, de plus en plus d'articles qui s'écrivent sur le sujet, à mon avis. J'en vois de plus en plus. Alors, je pense que les gens sont de plus en plus informés sur le sujet, puis c'est sûr que ça aide énormément. Ouais. Mais d'un ouais. point de vue ressources, je pense pas que je suis la meilleure personne pour dire, mais je trouve ça bien qu'il y ait beaucoup de sujets qui s'écrivent sur le sujet. C'est déjà la fin. Terminant, juste les coordonnées, les gens qui veulent en savoir plus sur tout ce que vous faites, ce serait le site web peut-être? Le site web, les gens peuvent s'abonner. On est ouvert aux abonnements là, maintenant. Pour la revue? Là? Pour la revue, Ouais. tout à fait. Donc, Comment on peut en savoir plus sur tout ce que vous vous pouvez faites? nous téléphoner directement au centre de jour. Vous pouvez regarder notre site web ou notre page Facebook. Oui. Quelle est l'adresse du site web? Est-ce qu'on cherche juste Maison L'Échelon? Oui, juste Maison Maison L'Échelon, on va le trouver. Tout à fait. Parfait. www.maisonéchelon.ca. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Chad Chouinard. Merci d'avoir été là. Merci Mélissa Couture et merci Merci. Guillaume Wallen. Ça fait plaisir. C'était vraiment agréable de vous recevoir. Puis à une prochaine. À une prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Notre site web est la porte d'entrée vers tous nos contenus et réseaux sociaux. Branchez-vous sur antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Aujourd'hui, le sujet que tu nous amènes, les conspirationnistes. Oui, Ça- les amateurs de conspiration. On sait qu'il y en a tellement des conspirations dont on parle un peu partout, à la radio, sur l'Internet, Ouais. ça c'est sûr, à la télévision, des documentaires. Souvent sur, ça peut être l'assassinat de John F. Kennedy, sur les ovnis, sur tout ce que tu veux. Au fond, je vais en énumérer quelques-uns Ouais. tantôt. Mais certains psychologues se demandent, est-ce qu'il y a des raisons
psychologique pourquoi il y a des amateurs de conspiration. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conspiration, là, attention, mais certains en raffolent. Alors, je vais vous lire un article écrit par un monsieur qui s'appelle Roland Imhoff, qui est psychologue allemand. Et son article s'appelle « Les conspirationnistes ont juste envie de se sentir uniques ». Alors, déjà, tu vois la tangente que ça... Il y a déjà une partie de réponse. Oui, c'est sur le site internet vis.com. Alors, ce monsieur Imhoff nous dit « Les amateurs de théorie du complot préfèrent les hypothèses les moins populaires, ce qui indique qu'ils cherchent peut-être avant tout l'exclusivité. » C'est-à-dire être différent des autres. On sait qu'Internet, il nous dit « Internet déborde de suggestions extravagantes. Des événements vraisemblablement fortuits deviennent des conspirations. Quelques gens puissants fomentent des complots à des fins obscures, souvent pour satisfaire des manipulateurs de l'ombre. Comme certains individus aiment lier les choses qui ne leur plaisent pas aux intentions de quelques individus d'influence. Les théories du complot ne datent pas d'hier. Internet a juste accéléré leur propagation et la circulation de l'information en général. Mais qui sont les gens qui croient en ces conspirations et qu'ont-ils en commun? D'abord, toi, est-ce que tu es un conspirationniste? Pas trop, non. Je suis pas trop dans ce sens-là. J'essaie toujours un petit peu d'avoir des doutes, parce que j'ai l'impression que c'est ça. Il y a une volonté, il y a des gens qui aiment ça. Là, mais... je pense que tout le monde a des doutes. Puis je dois t'avouer que quand il y a des documentaires à la télé sur l'assassinat de John F. Kennedy ou autre chose, je vais être le premier à regarder ça. Ouais. Non, c'est sûr que ça attire l'attention, mais en même temps, je me dis peut-être qu'il n'y a pas autant de conspirations qu'on pourrait penser. Là. Ou, le 11 septembre, par exemple. Par exemple, c'est ça, ouais. Alors, M. Imhoff nous dit, bien entendu, toutes les théories du complot ne sont pas équivalentes en plausibilité. Dans un sondage réalisé aux États-Unis en 2013, un sondé sur 2 se déclare convaincu que l'assassinat du président John F. Kennedy est le résultat d'un complot et 4% adhèrent à la thèse selon laquelle des personnes d'apparence reptilienne contrôle le monde en prenant forme humaine pour s'accaparer le pouvoir. Ouais, ça, c'est... Extrapolé à la population américaine, cela représente tout de même 12 millions de personnes. Incroyable quand même. Ouais. Les personnes qui croient aux reptiliens sont plus à même de douter que Lee Harvey Oswald a agi seul. Quant à ceux qui pensent qu'Oussama Ben Laden était déjà mort lorsque les forces spéciales de la marine américaine l'ont neutralisé, ils sont plus susceptibles de croire que Ben Laden est encore en vie. De nombreux chercheurs en ont conclu que l'acceptation des théories du complot n'était pas forcément dépendante des théories du complot elles-mêmes, mais plutôt à une manifestation d'une certaine vision plus générale du monde. La mentalité conspirationniste peut être considérée comme un système dans lequel le monde est dirigé par des forces obscures. Le complot lui-même, finalement, importe peu. Et beaucoup accusent les conspirationnistes de ressentir un profond manque de contrôle sur leur vie qu'ils imputent au hasard ou à des machinations extérieures. C'est ça qui serait la clé. Dans une étude, les participants auxquels il a été demandé de penser à des phénomènes sur lesquels ils n'ont aucune emprise, comme la météo, se sont montrés davantage enclins à accepter une théorie du complot que ceux qui avaient été chargés de penser à des éléments qu'ils contrôlent, comme les vêtements qu'ils portent ou leur choix de nourriture. Dans la même optique, les sondés soumis à des conditions de travail dont le niveau de contrôle était réduit, comme les chômeurs de longue durée ou les travailleurs intérimaires, ils se sont montrés plus enclins à croire aux théories du complot que ceux qui jouissaient d'une situation professionnelle plus stable, avec un travail fixe. L'idée de cette expérience est de montrer que le manque de contrôle augmente le besoin de ressentir une illusion de contrôle, compensatoire, entre guillemets, qui, vous l'aurez deviné, peut se trouver dans les théories du complot.
bien que cela explique certaines choses, ce n'est certainement pas toute la vérité. La théorie compensatoire présente les conspirationnistes comme de pauvres victimes dénuées de tout contrôle, s'accrochant au complot comme s'il s'agissait de leur dernier rempart contre notre monde chaotique. Cette image presque stéréotypée est contredite par le comportement humain des théoriciens du complot qui vantent leur perception supérieure et dénigrent les non-croyants. Autrement dit, si tu ne crois pas au complot, t'es un peu comme... t'es naïf, on te quoi. traite comme... comme rien. Ouais. Les conspirationnistes allemands appellent la population mal informée Schlaf, c'est-à-dire mouton endormi. On peut se mettre à croire au complot pour se démarquer des masses ignorantes, pour se vanter d'avoir des connaissances exclusives. Adhérer à ces théories n'est pas toujours le résultat d'un manque de contrôle, mais d'un besoin profond d'unicité, c'est-à-dire d'être unique. On va poursuivre plus tard à l'émission, bien sûr, les conspirationnistes à Folie douce. À venir dans l'émission, nous recevons Florence Menet qui nous présente son livre « Ma tête, mon ami, mon ennemi ». À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec le sujet sur les conspirationnistes. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. J'accueille maintenant mon invité qui est Mme Florence Menet. Bonjour, Mme Menet. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Merci beaucoup. Oui, on va parler ensemble d'un livre que vous avez coécrit avec Alain Labonté, quelqu'un qu'on connaît bien dans le milieu aussi, il est très, très impliqué aussi. Et le livre s'intitule « Ma tête, mon ami, mon ennemi » et visage inspirant de la santé mentale. Parlez-nous donc justement du livre. Comment on peut le présenter, ce livre-là? Dans le fond, autant Alain que moi, vous parlez d'Alain, en effet, c'est quelqu'un qui est très impliqué en santé mentale, qui travaille depuis 18 ans avec les impatients, ce groupe donc de mieux-être par l'art, par la créativité en santé mentale. Et moi-même, j'ai travaillé en santé mentale à l'Institut Douglas d'abord, et puis à l'IUSMM pendant 3 ans. Et donc, on a été tous les deux en contact avec la santé mentale, et on trouvait que, autant dans les médias que dans les livres, on montrait la santé mentale et les gens aux prises avec des enjeux de santé mentale comme un monde gris, sans saveur, triste, lourd, toujours dans le négatif, dans la dépression, alors qu'en fait, ce qu'on a constaté, c'est que oui, bien sûr, on ne se cachera pas, les gens ont des problèmes, sont malheureux, ont des défis, mais ils ont aussi des aspirations à être heureux, à vivre une vie normale, à être compris, à avoir de la lumière. Donc nous, notre livre, Ma tête, mon ami, mon ennemi, on a très 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 longtemps été sur le titre, on a vraiment changé plusieurs fois de notre fusil d'épaule, mais c'est dans le fond l'idée de montrer aux gens qu'en santé mentale, il y a des gens extraordinaires. Et là, on parle autant des patients, qui, à travers leur cheminement vers le mieux-être, vers la santé mentale, font preuve de résilience, c'est un mot galvaudé, mais ça existe vraiment, là, de volonté, de créativité, que des soignants. Des soignants extraordinaires. Dans les médias, on entend parler uniquement des histoires d'horreur. Un tel préposé a lâché un patient, un tel a été violent et tout, alors que la majorité des gens sont dédiés, sont là chaque jour pour les patients, sont là à la place de leur famille très souvent, et aussi des chercheurs. Donc il y a 3 volets lumineux et qu'on voulait mettre en lumière à travers cet ouvrage de 12 portraits, dans le fond. Et quel type de livre c'est? Comment on peut le présenter? C'est pas un roman, c'est un essai, mais c'est vraiment grand public. En fait, on voulait raconter des belles histoires vraies. Donc, c'est vraiment une lecture, je pense, agréable, où il se passe beaucoup de choses. Il y a des rebondissements, parce qu'évidemment, c'est des histoires complexes que ces gens-là vivent, là, bien sûr. Là. On a tous des vies complexes, mais les gens qui ont des enjeux de santé mentale, ils ont des hauts, des bas, ça va mieux. Donc, ça fait une lecture qui est quand même très accrocheuse, puis très intéressante. Et c'est écrit grand public, vivant. Donc, c'est un essai vivant, je vous dirais. Voilà. Donc, c'est pas de la fiction, c'est des histoires vraies. J'ai cru voir d'ailleurs un portrait sur un de nos collaborateurs de longue date, Bernard Saunier, puis ce que j'ai vu, c'est c'est un peu sous forme d'entretien ou d'interview. Le format est peut-être plus... En tout cas, j'ai rarement vu ça dans le domaine de la santé mentale.
c'est un peu un texte, ce qu'on appelle un texte filé. Donc, on a fait des entrevues. On a pris du temps avec les gens, les sujets, entre guillemets, je dis vraiment entre guillemets, là, pour comprendre un peu leur vécu, comprendre ce qu'ils ont connu, cheminé. Et dans le cas de Bernard, là, moi, c'est une personne que j'ai rencontrée à l'Institut Santé mentale de Montréal, puis qui m'a tout de suite vraiment inspirée. Là, c'est un type incroyable, puis Dieu sait qu'il en a vécu, le pauvre, là, une vie, beaucoup de solitude, là, mais pour devenir quand même un homme accompli, hein, on peut le dire, puis qui aide les autres, puis qui est un phare là, pour beaucoup d'autres personnes. Et donc, moi, je l'ai rencontré pendant quelques heures, essayer de comprendre, me mettre au service de ce qu'il avait à dire, lui. Et donc, j'ai écrit le texte et je lui ai soumis. Dans tous les cas, on a soumis les textes aux personnes intéressées parce que c'était vraiment important pour nous de ne pas voler leur vie. Pour en faire un objet de vente, là, c'était vraiment au contraire de nous mettre au service de ce qu'ils ont vécu pour toucher quelqu'un d'autre qui peut-être a un problème de santé mentale. Et depuis qu'on a publié le livre, c'est vraiment étonnant comme les gens nous viennent vers nous puis nous disent, ça libère la parole dans le fond. Nous disent, moi je suis bipolaire, moi j'ai un problème de dépression. C'est ça, c'est un peu libérateur. Alors voilà ce qu'on a voulu faire. Et on a l'impression que ces jours-ci, il y a plusieurs années, en fait, c'était pas le cas, mais ces jours-ci, on a l'impression qu'il y a plus de respect pour les gens, tu sais, puis peut-être les gens le sentent, puis automatiquement, ils peuvent s'ouvrir. Là. Ça doit être quand même plus facile, d'une certaine façon, pour vous, de trouver des volontaires, des gens qui étaient prêts à exposer leur vie. Là. Vous avez totalement raison. On sent que, ça reste tabou dans bien des aspects, mais on sent quand même que les personnes, puis écoutez, il y a une personne sur 5 là qui va avoir un problème de dépression, de whatever, là. Donc c'est tellement de monde, là. Et on sent que les gens se sentent plus à même d'exprimer ce qu'ils ont vécu. Avant, c'était vraiment tabou. Ça l'est encore dans bien des pays. Nous, je trouve qu'ici, chez nous, là, on fait quand même des gros progrès au Québec et puis au Canada en général. Et plus on va en parler, c'est exponentiel, hein. C'est un peu comme avec le MeToo, là. Quand la parole est libérée, là, ça fait boule de neige, et c'est ça. Là. On commence à briser les tabous, ça ouvre les vannes, puis c'est ça qu'on voulait, dans le fond. Oui, on parle avec Florence Mené, donc le livre « Ma tête, mon ami, mon ennemi ». Comment vous avez dû procéder pour peut-être choisir, parce que j'imagine que vous aviez plusieurs choix, puis là, c'était de tout ramasser ça. Est-ce que vous avez essayé de brosser un portrait de différentes problématiques, différents types de personnes, ou comment s'est fait le choix? Tout à fait. En effet, on ne voulait pas être redondant, hein, mais c'est sûr que vous avez raison. C'est 12 portraits, puis là-dedans, il y a des patients, mais aussi des soignants, puis il y a des chercheurs. Donc, c'est un tout petit échantillon de ce qui existe, n'est-ce pas? Mais en effet, on voulait avoir quelqu'un à la fois qui a connu des époques de dépression profonde, réfractaire au traitement, quelqu'un qui avait des problèmes de schizophrénie. Donc, en effet, voir un petit peu un éventail, peut-être pas de problématiques de santé mentale, mais de vie. Dans le fond, de parcours de vie, c'était plus ça. On voulait des histoires qui pouvaient illustrer des facettes différentes de ce que c'est que vivre avec un enjeu de santé mentale. Et aussi, à travers ça, on voulait mettre en évidence un peu où en est la science en matière de connaissance, par exemple, des bases biologiques du suicide. Et grâce à ça, pour ça, on a fait appel à des chercheurs du Québec qui sont vraiment au top. Et ça, on ne le sait pas assez, mais c'est qu'au Québec, on est très, très, très à l'avant-garde en termes de recherche en neurosciences, en sciences du cerveau. Alors donc, on voulait faire un portrait un petit peu impressionné, si vous voulez. On aurait pu faire 10 livres comme Ma tête, mon ami, mon ennemi, mais on a touché à plusieurs aspects, plusieurs parcours, hein, des gens qui ont réussi à s'en sortir, des gens qui sont encore quand même aux prises avec des problèmes. Donc c'était de varier, puis de faire quelque chose d'intéressant, puis de complet, dans le fond. De votre côté, vous disiez tout à l'heure, vous avez travaillé dans le domaine, vous êtes en contact là, un peu comme Alain, le co-auteur, Alain Labonté. Mm-hmm. Est-ce que le livre vous a appris, parce qu'on apprend tous les jours, là, nous on fait une émission ici depuis 28 ans, puis à chaque fois qu'on fait une émission, on apprend toujours quelque chose de nouveau. Alors je me dis, est-ce qu'en ayant fait ces 12 portraits-là, avez-vous appris quelque chose sur la santé mentale? Est-ce que ça vous a fait évoluer d'une certaine façon? Plus sur l'humain, mais dans le fond, quand on fait ces portraits-là, c'est qu'on s'écoute soi-même parce qu'on a tous nos fragilités et on les retrouvait. Moi, personnellement, je ne sais pas si Alain a vécu la même chose, mais j'ai retrouvé toutes mes fragilités chez cette jeune Camille qui avait des problèmes des troubles alimentaires, chez Bernard aussi, cette solitude. On a toujours à un moment donné de notre vie une solitude. Donc je me suis retrouvée moi-même dans ces gens que j'interviewais. En ce sens, j'en ai appris sur moi, j'en ai appris sur eux. Mais c'est ça qui est beau dans l'humain, c'est que quand on commence à s'y intéresser, là, ça, c'est d'une richesse infinie. Oui. Quand on reçoit des invités à l'émission, souvent, je leur pose la question. C'est une question souvent un peu large, mais en même temps, ça donne quand même le pouls de la situation de la santé mentale quand on se parle actuellement. De votre côté, comment vous pourriez dire la situation de la santé mentale actuellement, diriez-vous qu'elle se porte quand même bien? Comment vous pouvez la définir, disons?
C'est vrai que c'est complexe comme question. Ouais. Il y a deux choses. Comme on se disait il y a quelques secondes, là, quelques minutes, il y a des progrès qui sont faits en termes d'acceptabilité sociale, en termes de libération de la parole, d'ouverture, que les gens maintenant, dans un milieu, peuvent dire quand même, là je me sens mal, je suis dépressif, alors qu'il y a 10 ans c'était probablement impensable. Mais bon, alors maintenant il faut regarder du côté des ressources. La santé mentale, c'est encore beaucoup le parent pauvre, hein, autant pour la recherche que pour le clinique. Il y a des gros besoins qui ne sont pas comblés, bien que les gouvernements fassent des efforts. Hein, je ne dis pas qu'ils ne font rien. Donc en ce sens-là, je pense qu'il y a encore beaucoup d'éveil à faire, des consciences. Les fondations qui travaillent en santé mentale ont beaucoup plus de mal à réunir de l'argent que par exemple le cancer, des choses comme ça. Et ça, il faut que ça évolue. Donc je dirais que la santé mentale, notre santé mentale collective, elle a encore besoin de beaucoup d'amour. Et je pense que chacun de nous peut y travailler simplement en parlant un petit peu à notre voisin qui n'a pas l'air de bien aller cette journée-là, en tassant notre jugement. Moi-même, des fois, je me vois aller, puis j'ai tendance à juger, dire, lui, il faut qu'il se prenne, qu'il se secoue un peu, là. Mais non, tassons notre jugement, puis ouvrons nos cœurs, et puis c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. On a l'impression qu'en santé mentale, sur papier, tout est beau, tu sais, les beaux principes, tout ça, mais nous-mêmes, personnellement, on a l'impression qu'on n'est pas encore arrivé à, un peu comme les maladies physiques, là, tu sais, de les accepter ou de faire en sorte qu'ils font partie de notre vie, de notre entourage. Vous avez tellement raison. Sans blague, c'est vrai. Puis on est nous-mêmes encore pris dans nos vieux schémas. Ouais. Mais ça change tranquillement. Puis avec des initiatives comme la vôtre, hein, comme votre émission, puis comme la nôtre, puis comme des tas d'autres, hein, on n'est pas les seuls là. On fait avancer petit pas par petit pas. Mais l'humain est lent des fois. Oui, absolument, c'est ça. Mais surtout en santé mentale, c'est tellement tabou. Je pense que les gens, on a l'impression qu'ils comprennent, mais en même temps, ils comprennent pas. Il y a tellement de facettes qui sont inexplicables. Hein. C'est peut-être pour ça aussi. C'est flou. Hein, quand vous avez un bobo, là on le voit, là, mais le cerveau est tellement compliqué, on comprend encore pas tellement ce qui se passe. Puis, disons-le, on est souvent vraiment impuissant face à la maladie mentale, sans blague. Là. Donc quand on est impuissant, on se cache, hein, on fuit. C'est ça le réflexe. Donc c'est de continuer d'en parler, de présenter sous différents formats. D'ailleurs, peut-être que les gens vont être touchés plus par un format, par un autre, par un film, par un livre, comme le vôtre, exactement. Et puis je pense qu'il faut être bienveillant les uns envers les autres. Hein, c'est ça, éviter le jugement à l'emporte-pièce. Là. Un collègue qui s'absente beaucoup, on a toujours dit il est paresseux et tout. Ben non, il y a peut-être autre chose derrière ça. Là. Puis ça, je vous dis, on est tous coupables un peu des fois d'être un petit peu dire faut être dans l'action, faut travailler, faut faire ceci, ça. Tout le monde n'est pas toujours capable d'être à 100%. Puis c'est correct aussi. Hein. C'est un peu comme la fameuse écoute active. Tout le monde pense que c'est très bien l'écoute active, d'écouter quelqu'un, de ne pas donner ses impressions ou ses conseils, mais c'est dur à faire. C'est un peu le même principe. Très dur, en effet. Je vous le confirme. Oui. Donc, les gens qui veulent trouver le livre, il est disponible parce qu'il a été lancé quand même à la fin de 2019, je pense, en quelque part en septembre ou octobre 2019. Donc, en septembre, absolument. Très récent. Et il est disponible actuellement dans toutes les librairies, là, je pense. Là. Oui. Également en ligne. On peut l'avoir en ligne si vous préférez sur une tablette ou quoi que ce soit. Là. Donc, c'est Ma tête, mon ami, mon ennemi. Je fais très carré. Et avec mon collègue et ami Alain Labonté, qui est un homme de cœur, qui me semble la personne toute désignée pour participer à ce projet-là, qui s'intéresse beaucoup aux questions de santé mentale et à nos forces et nos fragilités. Donc, on le trouve aisément. La couverture est belle, en tout cas, jaunâtre, avec une espèce de lampadaire, une lumière. Donc, il y a quelque chose de un peu... on a le goût de voir ce que c'est, mais il y a quelque chose d'accueillant, en fait, dans la page couverture. Là. C'est chaleureux, vraiment. Oui, chaleureux. Feu de foyer, un peu. Hein? Oui, c'est ça, chaleureux. Il y a quelque chose de positif ou qui allume. Il y a quelque chose qui transparaît de ça, effectivement. Ah, merci, c'est gentil. Oui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Mme Florence Mené, donc co-auteure de ce livre, Ma tête, mon ami, mon ennemi, visage inspirant de la santé mentale, aux éditions Très Carré. Merci beaucoup et bonne continuation. Un immense merci à vous de me recevoir. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. De retour au micro avec l'Espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, les conspirationnistes. Oui, les conspirationnistes, les amateurs de conspiration. Est-ce qu'on pourrait dire des paranoïaques? Pas vraiment. Certains le pensent. Ouais. Il y en a sûrement des conspirations. Surtout quand tu parlais de l'assassinat de John F. Kennedy, il y a tellement d'écrits qui se sont faits là-dessus, puis de vidéos, puis de films. Il y en a beaucoup. Puis même aujourd'hui, là, je ne suis pas certain. Non, je ne suis pas certain qui a tiré sur John F. Kennedy. Je ne sais pas si on saura la vérité sur ce genre d'événements-là. Total, là, qu'on pourrait vraiment avoir confiance en ce qu'on nous raconte. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas trop. En tout cas, écoute, je vais terminer la lecture de cet article écrit par M. Roland Imhoff, qui est psychologue
également, qui s'appelle « Les conspirationnistes ont juste envie de se sentir uniques ». Il nous dit « Dans une expérience de notre cru, nous vîmes que le fait que les personnes ressentant un fort besoin de se sentir uniques et aient tendance à soutenir les théories du complot pourrait signifier que ce besoin les pousse à accepter des théories extrêmes afin de se distancer de la masse naïve, ou tout simplement que croire à ces théories augmente le besoin de se sentir spécial et différent, comme une façon de se différencier des autres. En psychologie, le test décisif est l'expérience. Alors, il nous dit, nous avons donc inventé une théorie du complot de toutes pièces. Nous avons demandé à des participants américains de lire un débat complètement fictif ayant prétendument eu lieu en Allemagne. L'installation, ça c'est la conspiration, l'installation de détecteurs de fumée est obligatoire selon la législation allemande sur le logement. C'est la partie authentique de l'histoire. Et voici sa partie imaginaire. Un ingénieur à la retraite aurait trouvé la preuve que ces détecteurs de fumée avaient des effets secondaires nocifs et qu'ils émettaient un hyperson, provoquant des nausées, des gastrites et des états dépressifs. Ouais. Le principal et fictif fabricant de ces détecteurs de fumée, une compagnie qui s'appelle VDS Schadenverhütung, ce qui veut dire en bon français la prévention des pertes, aurait rejeté ces accusations avec véhémence. La conspiration était que la compagnie était de mèche avec le gouvernement et connaissait la dangerosité de ces appareils, mais n'a pas agi en conséquence. Ensuite, nous avons expliqué que cette conspiration était acceptée soit par une majorité de 81%, ou soit par une minorité de 19% d'Allemands. Notre hypothèse était la suivante. Les personnes avec une mentalité conspirationniste plus prononcée ont plus de chances de croire à cette conspiration en découvrant qu'une minorité de personnes y adhèrent. Et c'est précisément ce qu'a révélé notre étude. Le nouveau complot semblait plus attirant s'il était soutenu par une minorité. Et c'est ainsi que les conspirationnistes se distinguent du reste de la population. Je vais maintenant passer à un autre article écrit par M. André Boily, journaliste de chez nous. Et il a fait un article sur le sujet qui s'appelle « Voici pourquoi les théories bidons prolifèrent quasi sans restriction sur les réseaux sociaux ». Ici, on se penche plus sur la responsabilité justement de l'Internet, à savoir qu'est-ce qu'ils devraient diffuser ou non. Oui, parce que ça peut devenir dangereux. C'est de la désinformation, d'une certaine façon. Exactement. Ouais. Alors, M. Boily nous dit, bien qu'elle milite pour éradiquer les contenus potentiellement dommageables, les plateformes Facebook et YouTube se heurtent à la définition de dangerosité. Ainsi, des théories de complot ou des désinformations peuvent circuler en toute impunité sur les médias sociaux, tant et aussi longtemps qu'elles ne représentent pas un danger. Des théories bidons sur les attentats du 11 septembre, les ovnis, la disparition du jet de Malaysian Airlines, le réchauffement climatique, le Yeti, voire les secrets de nombreuses victoires au football des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Tout cela peut proliférer sans contrainte sur les médias sociaux comme Facebook ou YouTube. Et malgré leurs moyens technologiques, une théorie conspirationniste n'est bloquée que si elle présente un danger. Et quand cela arrive, il est souvent trop tard pour que les plateformes puissent la stopper. Les experts qui se sont penchés sur la question expliquent que les conspirations et autres théories infondées ont toujours existé et ont toujours su se frayer un chemin dans les médias, et ce depuis au moins un siècle. Mais pourquoi diable des gens y accordent-ils autant d'attention? À la base, la plupart d'entre nous accordent aux événements de la suspicion. Par exemple, un sondage révèle que plus de la moitié des Américains croient au moins à une conspiration médicale. Par exemple, que les médecins administreraient des vaccins supposément dangereux pour les enfants. Les croyances dans les conspirations provoquent également des conséquences politiques. Aux États-Unis, pendant les années Bush, la gauche américaine était complètement dingue sur les attentats du 11 septembre. Halliburton, Cheney ou Blackwater. Quand Barack Obama a pris le pouvoir, tout cela a disparu comme par enchantement. Même constat pendant le règne du premier président noir. Les théories conspirationnistes ont déferlé à la droite du spectre politique.
En d'autres mots, les partisans d'un bord ou l'autre du spectre politique échafaudent des conspirations massives quand ils ne sont pas du bon côté du pouvoir. Et en fait, cela devient presque un divertissement sur YouTube, on nous dit. Des documentaires comme ceux de Shane Dawson, qui est un acteur et humoriste américain, attirent pas moins de 30 millions de visionnements. Il nous dit que les iPhones enregistreraient secrètement les paroles de leurs propriétaires, les populaires émissions pour enfants diffuseraient des messages subliminaux. Même si rien de cela n'est fondé, les amateurs, eux, en raffolent. Par exemple, l'affirmation d'Alex Jones en 2012, qui est un animateur radio conspirationniste et présent sur le site InfoWars, que la tuerie à l'école élémentaire Sandy Hook au Connecticut n'était qu'un canular perpétré par un partisan du contrôle des armes à feu. Une théorie de complot qui a pris une tournure dramatique quand des partisans d'Alex Jones se sont mis à harceler les parents en deuil. Même dérapage dans le canular du Pizzagate pendant l'élection américaine de 2016, quand un partisan extrémiste armé d'un fusil a cru qu'il y avait des enfants à secourir dans le sous-sol d'une pizzeria supposément dirigée par les démocrates et Hillary Clinton. Quand même intéressant. Moi, je me souviens de celle-là, effectivement. Écoute, merci beaucoup pour le sujet. C'est sûr que ça ne va pas se terminer aujourd'hui. Je pense qu'il y en aura beaucoup encore de gens d'histoire comme ça. Celui avec M. Alex Jones, là, la tuerie soi-disant imaginaire, c'était dangereux pour les parents. Oui, exactement. Merci beaucoup, Pierre. Donc, les conspirationnistes. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Alors, Pierre Laporte, merci encore de ta mise en onde cette semaine. Bienvenue, mon cher. Ainsi que tes blocs Espresso, où tu nous as parlé des conspirationnistes. C'est un sujet qui ne va pas cesser, je pense. Non, ça va continuer. Avec toutes les conspirations possibles, c'est quand même intéressant de s'y intéresser, justement. Je remercie nos invités en début d'émission de Maison L'Échelon et Revue Mentalité. On avait 3 invités. Chad Chouinard, qui est animateur et père aidant pour la Revue Mentalité. On a eu Mélissa Couture, coordonnatrice du Centre de jour L'Échelon, et Guillaume Wallen, étudiant en journalisme et stagiaire. C'était la première fois qu'on recevait 3 personnes dans le studio. C'était fort intéressant de les avoir avec nous. Je remercie également notre invitée en début de deuxième demi, Florence Menet, qui nous a parlé de son livre « Ma tête, mon ami, mon ennemi ». C'était le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.